à toutes et à tous. Bonjour Philippe Descola. Bonjour Véronica. Je vous donne le micro. Merci infiniment d'avoir accepté de passer ce moment avec nous tous aujourd'hui à Télérama Dialogue. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes donc anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature, dont vous avez pris récemment, où vous prenez la retraite, ça se termine. Je deviens émérite. Très bien. Ce qui ne signifie pas du tout loin de là l'arrêt de vos activités, parce que vous êtes tout aussi actif que par le passé, mais de façon peut-être différente, on va y revenir. Et votre parole en ces temps de crise écologique, de durcissement de cette crise de notre rapport au vivant, je la trouve d'autant plus précieuse, stimulante, éclairante, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui et bien au-delà. Car depuis des années, vous nous invitez en effet à penser autrement ce rapport à la nature, ou plutôt ce rapport entre humain et non-humain, et à inventer de nouvelles formes de vie, d'engagement, des nouvelles manières de nous relier aux autres. Alors, on vous a souvent prêté le titre d'héritier de Claude Lévi-Strauss. Vous avez d'ailleurs réalisé votre thèse qui ressort avec une nouvelle préface, La nature domestique. C'est une nouvelle préface, hein, c'est bien ça. Et vous avez, au fil du temps, construit donc une œuvre majeure, à commencer par un ouvrage emblématique qui est Par de la nature et culture, qui est sorti en 2005 et qui proposait précisément de sortir de cette distinction entre nature et culture, je simplifie, fondatrice de notre représentation moderne et occidentale du monde que vous appelez naturalisme. J'ajouterai pour cette présentation que vous êtes philosophe de formation et que très rapidement vous êtes détourné de ce chemin pour embrasser l'anthropologie et choisir le voyage et l'étude de terrain, et que vous avez étudié donc, pendant plus de 40 ans les Indiens Achuars dans le nord-ouest de l'Amazonie. Alors précisément, je vous propose de repartir peut-être de cette Amazonie qui constitue toujours votre terrain et qui est en proie cette année plus que jamais à des feux exceptionnels, plus de 80 000 incendies. Enfin, j'ai vu des estimations assez différentes, hein, on a du mal d'ailleurs à les estimer, ces feux. En tout cas, le nombre le plus élevé depuis 2013. J'avais envie de commencer par une question vraiment personnelle, c'est comment vous les vivez, vous, ces feux Il faut peut-être rappeler que les Amérindiens, donc ces gens-là, pour ceux du premier rang qui peuvent voir, c'est l'intérieur d'une maison. Ces maisons sont construites dans des clairières qui sont faites par le feu. Ce sont ce qu'on appelle des essarts en français. C'est-à-dire on coupe la forêt, on brûle la végétation et on plante dans ces clairières des jardins avec un grand nombre de plantes cultivées qui ont été domestiquées en Amazonie, une cinquantaine d'espèces différentes avec de nombreuses variétés, et puis des plantes aussi de la forêt qu'on va transplanter dans les jardins. Et donc il y a un continuum au fond entre la gestion des jardins et la gestion de la forêt. Et le brûlis, c'est une phase intermédiaire qui permet de produire des cendres et donc d'amender les sols qui, dans la plus grande partie de l'Amazonie, sont assez pauvres. La différence entre ces brûlis, qui sont donc une façon de stocker dans la cendre des nutriments qui sont autrement stockés dans la litière végétale, c'est un peu technique mais c'est tout simple, hein. Un jardin d'agriculture tropicale et une forêt fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que la litière, qui est produite par la végétation décomposition, produit de l'humus sur lequel pousse la nouvelle végétation. Quand les sols sont très pauvres, c'est la seule façon que ce cycle se poursuive. Et l'horticulture sur brûlis, elle adopte ce principe en utilisant les nutriments qui sont stockés dans la cendre. Et au bout de quelques années, 5 ans, 6 ans, ça dépend un peu de l'environnement, du milieu, de la nature des sols, etc., on va se déplacer, on va
déplacer le jardin, quelquefois déplacer la maison, etc. Donc ça, c'est une technique qui date de plusieurs millénaires et qui a profondément transformé la forêt amazonienne parce que dans la transplantation que les Amérindiens ont réalisée de plantes sylvestres dans les jardins, ils ont contribué à modifier la sociologie végétale de la forêt. Et donc l'Amazonie, à l'heure actuelle, est en grande partie une forêt anthropique. Du fait des Amérindiens. C'est un giga-jardin, presque. Moi, j'appelle ça un méga-jardin, oui. De la même façon que les jardins sont des sortes d'imitations de la forêt, des micro-forêts, des modèles réduits de la forêt. De la même façon, la forêt est un méga-jardin. Et donc, cette continuité qu'il y a entre différents usages du milieu, et notamment de la végétation, se poursuit depuis très longtemps et a abouti à ce miracle, en somme, qui est cette forêt, qui a un très grand taux de diversité, de biodiversité utile à l'homme, du fait précisément de ces transformations opérées, mais qui sont pratiquement invisibles, qui sont invisibles à l'œil nu, sauf quand on s'y penche systématiquement en botaniste, en ethnobotaniste, etc. Et la grande différence, évidemment, entre cet usage du brûlis et l'usage des feux à l'heure actuelle par des milices de grands propriétaires terriens, ou quelquefois aussi d'ailleurs des petits producteurs qui sont poussés par la misère, qui descendent des Andes, dans les Andes où il n'y a pratiquement pas eu de réforme agraire, ni en Équateur, ni au Pérou, ou bien poussés par la misère de l'autre côté au Brésil, du nord-est et de cette région du Sertão, qui est aride, etc. Cet usage du feu aboutit non seulement évidemment à détruire des grandes portions de forêt, mais surtout à empêcher la régénération de la forêt, parce qu'une clairière qui est faite pour une période de 3 ou 4 ans, qui fait peut-être 2 hectares, va être recolonisée par la forêt, alors que ces défrichements en front continu ne peuvent plus être recolonisés par la forêt. On est sur de la destruction. C'est de la destruction, qui vise dans un premier temps à remplacer la forêt par de l'élevage, ce qui est d'ailleurs une aberration complète, parce que ce sont des sols encore une fois, qui pour beaucoup d'entre eux sont non seulement de mauvaise qualité, mais aussi sont sensibles au piétinement du bétail. C'est pire. Mais on peut peut-être alterner le micro. Là, vous m'entendez ? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une catastrophe, tout simplement. C'est une catastrophe. L'élevage est une catastrophe. Le remplacement, alors ça se passe en plusieurs étapes. C'est d'abord le défrichement pour le bétail, et puis ensuite c'est récupéré par des grands propriétaires terriens pour l'implantation de palme à huile, de café, de canne à sucre, beaucoup de palme à huile. Et de soja aussi, mais ça suppose maïs aussi, de maïs, mais ça suppose aussi des gros investissements en capital, parce que comme ces sols sont pauvres, il faut complètement les transformer. Donc c'est une métamorphose complète, non seulement de l'environnement, mais aussi de la nature des sols. Et est-ce que vous y voyez finalement le symbole de notre conception naturaliste, moderne, occidentale de la nature? Est-ce qu'on peut même y voir le symbole en fait de la faillite de ce modèle-là? Ah, je crois. Alors peut-être qu'il faudrait redéfinir ce que c'est que cette ontologie, cette vision du monde naturaliste en quelques mots pour... On va repartir de l'Amazonie. Oui. L'un des résultats du long séjour que j'ai fait chez les Achuars, c'est que je me suis rendu compte au fil du temps que l'idée de nature n'avait aucun sens pour eux. Moi j'étais un philosophe de formation, donc l'opposition entre la nature et la culture, et l'idée même de la nature comme un espace qu'il faut éventuellement protéger, connaître, exploiter, etc., était profondément ancrée au fond dans ma façon de voir les choses. Non seulement j'ai découvert là-bas que l'idée que la totalité des non-humains ne formait pas une totalité, mais c'était simplement les Achuars en fait avaient des rapports
quotidien. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais par le rêve, par des incantations magiques, avec des plantes et des animaux considérés comme des personnes, mais pas sacralisés, parce qu'on les mange, les plantes et les animaux aussi. Hein. Mais simplement, c'était des partenaires sociaux. Et ces partenaires sociaux constituaient chaque espèce, si vous voulez, chaque forme de vie, d'une certaine façon, constituait une sorte de ce que j'ai appelé des tribus-espèces, c'est-à-dire penser un peu sur le même mode qu'un groupe ethnique amérindien, avec lequel il fallait négocier, il fallait entrer en compétition, il fallait séduire, etc., etc. Et donc une façon d'entrer en rapport avec le milieu de cette nature est évidemment aux antipodes de celle qui s'était développée en Europe, tout particulièrement en Europe à partir du XVIIe siècle, avec l'idée d'une extériorisation de la nature ou d'une extériorisation de l'homme comme sujet, s'appropriant la nature, tentant de la comprendre, tentant de comprendre ses lois, etc. Et la nature comme objet, en fait. La nature comme un objet de connaissance, comme une ressource, comme un terrain à conquérir, enfin, et y compris d'ailleurs sa propre nature, la nature humaine à contrôler et à discipliner. Et cette notion de nature a joué un rôle philosophique fondamental en Europe, en Occident, ensuite, et de façon plus large maintenant, dans une grande partie du monde qui a subi l'influence des idées qui sont nées ici il y a quelques siècles. Et la différence avec le monde amazonien, c'est ça la première... Le monde amazonien, c'est une conception animiste. Hein. Alors j'ai appelé ça d'animisme en ressortant de la naphtaline un concept qui était tombé en désuétude, voire en discrédit, pour marquer deux choses. D'une part, l'idée que pour les Amérindiens et pour bien d'autres peuples ailleurs dans le monde, les plantes, les animaux, les non-humains, si vous voulez, ont des capacités morales et subjectives du même ordre que celles des humains, dont on peut précisément se rendre compte lorsque on communique avec eux, notamment dans les rêves, mais que, en revanche, du point de vue physique, chaque espèce, au sens large, chaque forme de vie, si vous voulez, je préfère ça au terme d'espèce parce qu'il y a quelque chose d'un peu naturaliste dans l'espèce, chaque forme de vie, ça peut donc être des ethnies différentes, hein, dont les Blancs occupent leur milieu de vie avec des atouts qui sont pour nous considérés comme culturels, mais par les Amérindiens considérés comme physiques. Autrement dit, la langue, les outils, l'habitat, etc., sont des sortes de prolongements de dispositions physiques d'espèces habitant des milieux de vie. Et donc, la différence qu'il y a entre le naturalisme et l'animisme, c'est que d'un côté, nous avons fait le pari que nous étions la seule espèce dotée de subjectivité, de capacité morale, etc. Et qu'en revanche, c'est net à partir de Descartes, hein, et ça devient ensuite beaucoup plus net chez Darwin par exemple, les humains ne sont qu'une composante parmi d'autres d'un grand système de contraintes physiques et matérielles au sein duquel ils ne se distinguent que, d'après mon ami prochain, uniquement à la taille du cerveau. Mais pour le reste, ils sont au fond partie de cette nature englobante parce qu'ils sont déterminés par les lois de la biologie, de la physique, de la chimie, etc. Alors que dans le cas de l'animisme, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que chaque espèce a sa propre nature, en quelque sorte, c'est-à-dire sa capacité à vivre dans un milieu de vie singulier, y compris par groupe. Il n'y a pas d'espèce humaine, ça n'a aucun sens. Il y a des formes de vie, parmi d'autres. Parmi d'autres qui sont des formes de vie humaines, mais qui sont chacune adaptée à un milieu de vie singulier. Et quand, juste une parenthèse, lorsqu'on les adjoints m'interrogeaient sur qu'est-ce que c'est que la vie, ils en avaient entendu parler, ils se disaient comment vous pouvez vivre dans ces espèces, et pour eux c'était quelque chose d'analogue, ils avaient une pensée écosystémique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vivre dans un écosystème de ce type-là, où il y a énormément de gens
qui sont entassés les uns sur les autres, qui se déplacent très vite. Et pour eux, ils avaient une curiosité, au fond, non pas de sociologue, mais de naturaliste, vis-à-vis de la manière dont on pouvait vivre dans un milieu de vie de ce type-là. Et donc, dans le monde animiste, c'est exactement l'inverse du monde naturaliste. Et ça ne veut pas dire nécessairement il n'y a pas de destruction possible d'un environnement, de surexploitation d'un environnement dans un milieu animiste. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la pression démographique sur un milieu, etc. Mais néanmoins, il n'y a pas l'idée qu'il y a quelque chose qui est extérieur aux humains, qui est la nature, qui est peut-être soumis à l'appropriation, à l'exploitation, et à une exploitation frénétique. Alors, il y a quelques années, vous disiez déjà que le naturalisme, pour vous, était en voie d'effritement. Quand on voit ces méga-feux, pour y revenir à l'Amazonie, je reviens à ma question, c'est... Pour vous, est-ce que c'est le symbole de l'échec, en fait, de ce modèle naturaliste? D'autant plus qu'il est associé au capitalisme, dans ce cas-là, et dans le cadre précisément de l'exploitation de la forêt amazonienne. Alors, ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est que c'est, pour moi, évidemment, et pour beaucoup d'autres, le symbole d'un échec, mais pas pour ceux qui le pratiquent, sinon ils ne le feraient pas. Oui. Donc c'est au contraire errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc c'est diabolique, ça, c'est-à-dire on persévère dans l'erreur, et cette persévérance dans l'erreur a un côté, comment dire, paroxystique, quasiment suicidaire. Et on le voit dans les arguments de quelqu'un comme Bolsonaro ou Trump d'ailleurs. On a peine à croire qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent, mais il y a un côté, il y a une attitude provocatrice, au fond, vis-à-vis de cette attitude démiurgique, prométhéenne des humains et de la capacité technique à modifier, transformer, extraire des richesses de la nature, qui est complètement folle. Oui. Donc c'est un échec, mais c'est un échec dont je soupçonne qu'il est aussi perçu comme tel par ceux qui le pratiquent dans sa forme la plus paroxystique. Vous pensez? Oui. C'est-à-dire vous pensez que Bolsonaro oui, je pense que c'est... Oui, persuadé, convaincu. Oui, après moi, non, il y a aussi... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la politique brésilienne. Je pense que Bolsonaro c'est pas une grande personnalité politique, c'est un pantin qui est manipulé par le milieu de l'agro-business, oui. Et donc il fait, au fond, ce qui est attendu de lui. Mais cela dit, ça ne date pas de Bolsonaro. On a vu ça sur Dilma et Dilma Rousseff, qui finalement ne connaît pas du tout l'Amazonie. Et je me souviens de la façon dont elle parlait des Indiens. C'est une sorte de mépris affirmé, une méconnaissance en fait, crasse de ce qu'est l'Amazonie, de ce qu'est cette... C'est un des paradoxes des mouvements, des mouvements de la gauche, d'abord de la gauche léniniste, avant qu'ils aient pris le pouvoir, puis de la gauche réformiste, disons, en Amérique latine, c'est qu'ils sont complètement marqués par cette vision démiurgique et prométhéenne, productiviste, et de ce point de vue-là, les gouvernements de gauche n'ont pas fait mieux que ceux de droite ou d'extrême droite, parce qu'ils voient les Amérindiens et des usages, entre guillemets, dits traditionnels, c'est-à-dire vus comme archaïques des milieux, comme étant un frein et un obstacle au progrès qui est se manifeste par l'exploitation effrénée d'abord des ressources pétrolières ou minières, et ensuite dans la grande production pour l'export. Oui, mais ce qui est partagé bien au-delà du Brésil, et c'est là où on peut se dire finalement, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de se concentrer sur les critiques contre Bolsonaro, alors qu'on sait bien que ce soja, ce maïs, ce bétail a vocation à nourrir une grande partie de l'Occident et de la Chine. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Par exemple, la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial du Brésil,
et qui sous-traite en fait une partie de sa production alimentaire et de son bétail, elle est comme invisible. L'exportation des tourteaux de soja, il est principalement vers l'Europe pour nourrir nos vaches. Et la Chine, j'étais en Équateur chez les Shuar et les Achuar l'année dernière, qui sont lancés dans une confrontation extrêmement vive avec des compagnies minières chinoises qui se comportent en Amazonie, on le sait parce qu'on a des cas similaires en Afrique ou à Madagascar, en terrain conquis. Donc il y a un impérialisme chinois maintenant qui en même temps est assez singulier parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de tomber sur des durs à cuire, si je puis dire. Et avec les Shuar et les Achuar, ça s'était très mal passé. Mais les Achuar sont très particuliers, sont particulièrement... En général, les Shuar très belliqueuses. C'est des gens qu'on appelle les Jivaro, avant le terme n'est plus usité parce qu'il est considéré comme péjoratif. Mais ce sont des gens qui ont été belliqueux pendant très longtemps et qui continuent, au fond, à avoir une haute idée de la nécessité de défendre leur territoire, ce qui est en soi une très bonne chose. Et ils jouent fort bien de leur réputation de bellicosité y compris d'ailleurs, il y a des formes très théâtrales. C'est-à-dire, par exemple il y a des affrontements, c'est des affrontements, j'allais dire, oui, ludiques, entre deux lignes de guerriers, avant un départ en guerre, qui se faisaient avant en brandissant des lances, maintenant en brandissant des fusils, et qui est utilisé de façon très spectaculaire contre les ingénieurs des compagnies pétrolières ou les ingénieurs des compagnies minières chinoises. Oui, et ça marche assez bien. Oui. Et du coup, est-ce qu'ils arrivent à résister? Vous pensez que ça modifie vraiment le rapport de force dans le cas des Achuar? Ça ne modifie pas complètement le rapport de force, mais s'ils ne résistaient pas, ils seraient éliminés. Oui. C'est ça, c'est la différence, et c'est pour ça que les Shuar et les Achuar, ils sont belliqueux, mais il y a d'autres populations amazoniennes qui sont belliqueuses, mais ils sont nombreux aussi. C'est ça la différence. Disons, l'ensemble des groupes qu'on appelait autrefois Jivaro, qui parlaient cette langue qu'on appelait le Jivaro, qui sont répartis entre l'Équateur et le Pérou, dans la forêt, ça fait plus de 100 000 personnes dans un très grand territoire, et qui sont bien organisés. Au Brésil, on dit toujours que les Amérindiens du Brésil peuvent tenir dans le grand stade de Rio, c'est-à-dire qu'ils sont une minuscule minorité, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et donc, ils utilisent au fond leur personnalités comme Raoni qui sont très connues et qui utilisent cette notoriété qu'ils ont acquise au fil des années, mais lorsqu'il s'agit de défendre un barrage sur une route, ou de lutter contre un barrage sur une rivière, de protéger un territoire, etc., ils arrivent à se constituer des alliés, mais néanmoins, c'est beaucoup plus difficile que quand on est nombreux, tout simplement. Du coup, vous pensez qu'ils ont une capacité de réaction ou vous êtes très pessimiste en fait sur la capacité des Indiens d'Amazonie côté brésilien à pouvoir résister à ce rouleau compresseur en fait? Ils ne peuvent résister que s'ils ont le soutien de sympathisants extérieurs. Ouais. Alors, il est beaucoup plus difficile de faire maintenant ce qui se faisait jadis. Et ce qu'on a fait au Brésil il y a encore une trentaine, quarantaine d'années, par exemple, de distribuer des couvertures qui étaient infectées par le virus de la variole, ou des choses comme ça, ou de maladies infectieuses en général, voire des milices qui brûlaient des villages. Ce qu'on appelle il y a une tradition d'exaction vis-à-vis des Amérindiens qui est très ancienne. Et la première exaction, c'est l'importation des maladies infectieuses. On parle de catastrophe, de comment réagir face à la catastrophe qui vient, notamment la catastrophe climatique, mais les Amérindiens savent très bien, ils en ont fait l'expérience, parce que à peu près 90% de la population a disparu en un siècle.
Donc imaginez ce que représenterait l'Europe, c'est 90% de la population disparaissait en un siècle. Il a fallu trouver, inventer des stratégies de survie. Quand un village, par exemple, était ravagé par la variole ou même la coqueluche, que les gens étaient malades, qu'on ne pouvait pas aller travailler, c'était la famine, et ceux qui n'étaient pas malades mouraient de faim, etc. Donc au fond, c'est un univers terrible, celui qui a été celui des contacts, même si ce n'étaient pas des contacts directs. Et puis, il y a eu ce deuxième épisode dramatique qui a été le boom du caoutchouc, qu'on connaît mal ici, mais c'est, au fond, le développement de l'industrie automobile est fondé sur l'exploitation abominable de la main-d'œuvre amérindienne réduite en esclavage par des milices sanguinaires. Quand on parle de Fitzcarraldo, l'opéra de Manaus, etc., c'était un brut sanguinaire. Qui lâchait ses milices sur les Indiens. On violait les femmes, on réduisait les hommes en esclavage, on les marquait au fer rouge, enfin c'était épouvantable. Et la mémoire de cela est restée. Et donc ce qu'on appelle les populations qui refusent le contact, c'est des populations les populations non contactées, c'est des populations qui refusent de recontacter, d'être recontactées par ces tortionnaires. Il faut imaginer des gens s'échappant d'un camp de concentration et n'ayant pas envie de retomber sur les SS qui les pourchassent. Voilà, c'est ça la situation à l'heure actuelle des peuples non contactés. Alors les autres, on grignote leur terre progressivement. Au Brésil, la situation brésilienne est exemplaire, mais il y a des parallèles ailleurs. Au Brésil, effectivement, l'organisme qui avait la responsabilité de veiller sur les Amérindiens, la FUNAI, a été en partie dépossédé de ses moyens, transféré au ministère de l'Agriculture. Enfin, la situation est dramatique. Donc, beaucoup d'entre eux sont désespérés. Et il n'y a par la solidarité mondiale vis-à-vis des Amérindiens, il n'y a pas que la forêt, c'est ça. La forêt brûle, mais la forêt, c'est aussi le milieu de vie. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Amérindiens maintenant, d'Amazoniens, à peu près la moitié de la population des Indiens d'Amazonie vit dans des villes maintenant. Mais néanmoins, leur milieu de vie, c'est-à-dire ceux, au fond, qui leur a permis d'être ce qu'ils sont, c'est la forêt. Et détruire la forêt, c'est comme détruire Notre-Dame pour nous. Sauf que c'est des centaines de Notre-Dame. Du coup, le salut pour vous ne sera qu'extérieur. Alors là, c'est intéressant, lors du sommet sur le climat à New York, la Norvège a proposé de payer le Gabon pour ses efforts de non-déforestation. Est-ce que pour vous, ce sont des pistes envisageables? Est-ce que ça doit se passer de cette façon-là? Je sais que vous croyez aussi beaucoup à l'instrument, peut-être le droit, pour transformer en fait la question de l'appropriation de la terre et de la propriété de ces terres. Qu'est-ce qui vous semble, quelles sont les pistes qui vous semblent les plus intéressantes dans les années qui viennent? La proposition de la Norvège, en fait, c'est inédit, hein? Non, c'est pas inédit. Non, c'est un processus qu'on appelle la yasunisation. Yasuni, c'est un parc, une réserve dans le nord-est de l'Équateur, en Amazonie. Et l'ancien président, Correa, avait proposé, qui est une réserve naturelle, on dit que c'est le taux le plus élevé de biodiversité dans le monde, mais il y a du pétrole. Et il avait proposé qu'un fonds soit ouvert, international, qui serait alimenté par tous les pays du monde, et qui compenserait la non-exploitation du pétrole du parc de Yasuni. Au bout de quelques années, ce fonds a été abondé, il fallait, je crois que c'était 1% de la somme nécessaire. La France y avait participé d'ailleurs. Donc le président a dit, Correa a dit c'est fini. Alors, bon, ses conseillers, en fait, savaient très bien que ça ne se ferait pas.
ça ne se ferait pas. Mais donc, on a un premier exemple qui est un exemple d'échec. Alors, il faut pour cela une contrainte forte internationale pour obliger les États à contribuer. Je ne peux pas se faire sur la base volontaire ce dispositif. Mais pourquoi est-ce que le droit me paraît intéressant? Ce n'est pas le droit de façon abstraite, mais on a plusieurs expériences depuis quelques années de milieux de vie à qui on a donné une personnalité juridique. Alors, l'un des exemples les plus connus est celui de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, à qui le Parlement néo-zélandais a donné une personnalité juridique sous la pression des Maoris qui peuplent les rives de cette rivière. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est-à-dire que ça inverse, au fond, le rapport, alors j'emploie l'expression classique, de l'homme à la nature, de l'appropriation des ressources naturelles, c'est-à-dire du droit qui vient de la capacité d'un agent humain, on se souvient de Rousseau, hein, le premier qui est entouré, un lopin de terre, etc., en disant « ceci est à moi », c'est cette capacité, soit individuelle, soit collective, au fond, de s'approprier de la terre, de s'approprier des ressources, qui bascule complètement. Et puisque la source de la légitimité juridique, elle vient du milieu de vie, et plus des humains. Les humains ne sont qu'un prolongement, qu'une partie de ce milieu de vie. Et ça change complètement. Un droit un peu animiste, finalement. C'est d'inspiration animiste, en fait. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que des rapports à un milieu de vie de ce type-là sont très communs pour les anthropologues. Ça n'a rien de mystérieux. C'est l'appropriation privée ou collective, exclusive d'un milieu, qui est quelque chose de complètement surprenant et qui, au fond, n'a commencé véritablement à se développer en Europe qu'avec l'appropriation des communs par le mouvement des enclosures, etc. Donc c'est pas très ancien et on peut penser de ce point de vue-là que c'est réversible, qu'on n'est pas condamné, au fond, à une amplification de l'appropriation des communs par des individus ou des collectifs, qui n'a cessé, la nature de ces communs n'a cessé de s'amplifier. C'était des bois, des pâturages naturels, des rivières, etc., l'usage de rivières. Et on peut, je pense, par des transformations juridiques de ce type-là, et c'est possible, puisque au fond, on a plusieurs cas maintenant, il n'y a pas que plusieurs. C'est vrai que dans les 5-10 dernières années, il y a une multiplication comme ça de cas, une jurisprudence qui est en train de se construire à l'échelle internationale. Je pense aussi aux affluents du Gange. Oui, alors le Gange c'est plus compliqué, oui, c'est un peu différent. Mais il y a cette idée quand même d'attribuer une personnalité juridique à un milieu de vie, qui est co-géré par des humains et des non-humains. Voilà, oui. Et ça, je pense que c'est une possibilité intéressante, précisément de changer notre façon de voir de ce mouvement unilatéral, au fond, d'appropriation et donc de droit à la transformation et à l'exploitation d'une ressource. Et à sortir quand même un peu du naturalisme. À sortir du naturalisme, bien sûr. C'est pour ça que je dis que le naturalisme s'effrite, c'est que d'une part, on voit autour de nous que le grand rêve, au fond, qui est quasiment concomitant du développement politique du naturalisme, c'est-à-dire, au fond, ce mouvement qui commence dans la philosophie politique au XVIIIe siècle et qui couple la promesse d'émancipation avec la promesse d'enrichissement, enfin d'une amélioration du milieu de vie matériel. Et ce couplage, en fait, il est fondé sur l'exploitation infinie des ressources qui n'avaient jamais été prises en compte, y compris d'ailleurs au moment où il a démarré, c'est-à-dire en fait des ressources coloniales par les puissances européennes, des forêts, de l'esclavage, etc. Et ce couplage, maintenant, on voit qu'il est vain, enfin, en tout cas, que la promesse
sa promesse est vaine, elle n'est plus réalisable, Oui. parce qu'on ne peut plus s'attendre, au fond, à ce que ce qu'on appelle la croissance, si vous voulez, en termes économiques, c'est-à-dire l'amélioration continue, en somme, de la vie matérielle, puisse se développer sur une planète dont les ressources sont finies, tout simplement. Alors, cette sortie du naturalisme qu'on peut voir par exemple avec ces initiatives plutôt du monde juridique, est-ce que vous les voyez à l'œuvre dans d'autres secteurs? Parce que politiquement, on peine à voir une transposition politique en fait, de cette sortie du naturalisme. Est-ce que c'est pas là le gros enjeu? Parce que c'est vrai que récemment, on voit dans le monde juridique, il y a aussi toute une partie de la littérature, il y a énormément de recherches aussi, je pense précisément autour des arbres. C'est fou de voir ces dernières années la floraison en fait, de propositions non naturalistes. Je pense au succès du livre de Volbelen, des documentaires, Le temps des forêts, j'en ai cité quelques-uns, Richard Powers, L'Arbre Monde. Donc on voit que ça bruisse un peu partout, mais politiquement, on reste encore sur des bruissements, mais qui sont très faibles. Alors vous revenez justement de Notre-Dame-des-Landes, vous y avez passé ce week-end. Est-ce que pour vous, c'est une piste parmi d'autres qui serait justement une piste plus politique de sortie du naturalisme, qu'on peut voir dans cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Oui, c'est une expérience que je trouve très intéressante, très originale, parce qu'elle est fondée au départ sur une lutte contre un grand aménagement inutile et qui en plus aurait été très coûteux parce que... qui a été coûteux finalement? Qui a d'abord été très coûteux, mais c'est une zone humide et construire un aéroport sur une zone humide, c'est très coûteux. Et pour des raisons qu'on n'a pas besoin de longuement expliquer. Mais ce qui m'a surtout frappé, ça fait longtemps que je suis attentif à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le désir d'inventer une forme de coexistence entre humains et non humains qui soit complètement différente de celle auxquelles nous sommes habitués. Et au fond, pour faire un historique très rapide, hein, au moment de l'expropriation, il y a une poignée de paysans. C'était un bocage qui avait été relativement peu touché, parce que comme le projet d'aéroport est ancien, il n'y avait pas eu de remembrement. On avait laissé un peu à l'abandon. C'est une zone de métayage, donc des petites fermes, et il y avait quelques personnes qui avaient décidé de rester, parce qu'ils s'identifiaient profondément à ce milieu de vie, à la façon de l'utiliser, etc. Et sont venus s'agréger à cela des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui, au fil du temps aussi, ont acquis une identification profonde au milieu, au système des haies, etc. Il y a un travail, par exemple, sur les haies qui est très intéressant, qui est complètement... On voit tout de suite, quand on entre dans la ZAD, qu'on y est, parce que c'est pas très visible, il y a quelquefois des panneaux, choses comme ça, mais c'est surtout les haies, tout d'un coup, boum, les haies sont plus traitées de la même façon. Et j'ai passé beaucoup de temps avec un garçon qui fait de l'agroforesterie. On a échangé des expériences d'agroforesterie où il n'y a pas beaucoup de forêts d'ailleurs. Et je pense que le caractère très original, c'est vraiment une expérience, je crois que je l'ai écrit quelque part, qui pour moi est du même ordre que celle de la Commune de Paris, par l'originalité de l'expérience politique. C'est d'arriver à créer une façon d'habiter un lieu qui soit, au fond, en rupture franche avec le capitalisme, le naturalisme, enfin, quelle que soit l'expression que vous voulez donner à ça. Une vraie alternative, en tout cas. Mais qui n'est pas non plus une autarcie. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans Notre-Dame-des-Landes, c'est que des projets de ce type-là, enfin des formes, des expériences de ce type-là sont nombreuses ailleurs, dans le monde, en Europe et en France.
et que ça tisse un réseau, au fond, à la fois de solidarité, qui va bien au-delà des gens, des occupants, parce que c'est 250 personnes, c'est très peu, hein. Mais ces 250 personnes, au fond, elles nous proposent un modèle pour nous tous. Et donc, elles nous aident peut-être à discerner une voie pour nous sauver. Et l'anthropologie peut jouer un rôle là-dedans, parce que, au fond, les anthropologues n'ont pas vocation à proposer des solutions toutes faites qui seraient extraites de leurs travaux. Il n'y a pas de transposition historique, ça n'existe pas. Il faut à chaque fois inventer des solutions singulières dans des circonstances particulières. Cela dit, ce que nous savons, et ce que les historiens savent aussi très bien, c'est que rien n'est inévitable. Donc ça nous permet d'échapper à ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, nous sommes entrés dans la fin de l'histoire et que, au fond, le capitalisme va se poursuivre comme ça, tel qu'on l'a connu, avec des hauts et des bas, et que aucun futur différent n'est discernable. Et au fond, peut-être aussi que l'un des effets du réchauffement climatique, c'est d'avoir torpillé cette idée. C'est-à-dire, le réchauffement climatique a des conséquences, il va avoir des conséquences telles qui rendent cette idée complètement saugrenue. Et donc, l'anthropologie et l'histoire permettent d'imaginer, à partir d'expériences qui ont été faites, des expériences qui ne sont pas des transpositions, mais qui sont, à mon sens, pleines d'avenir. Des pistes. Des pistes. C'est ce qui fait de vous un anthropologue politique? Oui, peut-être, oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Oui, j'étais un anthropologue politique dans ma jeunesse, ma génération. Justement, c'est quoi un anthropologue politique? Était très militante, mais on était militant dans la tradition du léninisme, c'est-à-dire, en fond, l'idée qu'on était une avant-garde qui allait transformer le monde et faire la révolution dans l'ignorance complète des conditions, effectivement, historiques qui auraient permis cette révolution. C'était une utopie complète. Ça va de soi. Un anthropologue politique, c'est quelqu'un qui, non pas s'efforce d'appliquer des recettes qui seraient issues de ses travaux, mais qui s'efforce de réfléchir à partir de sa connaissance de la multiplicité des options possibles pour habiter ensemble sur un territoire et d'une manière plus générale sur la Terre, essaye d'imaginer avec d'autres des solutions pour le faire différemment de la façon dont on le fait actuellement. Et voir toutes ces mobilisations de la jeunesse, puisque là on sort d'un week-end qui a vu plusieurs millions de jeunes en grève vendredi dans quasi 163 pays, je crois, sans parler des plus âgés, est-ce que vous y voyez aussi des signes d'espoir, en fait, des signes positifs? Ah, c'est très réconfortant, c'est évident. Ouais. J'ai eu ce premier travail de la nature domestique, justement, qui n'avait pas une ambition politique de montrer une façon alternative de vivre, parce qu'encore une fois, ça n'a guère de sens, mais qui néanmoins avait mis l'accent sur le fait que l'intelligence des interactions entre humains et non-humains était la clé pour comprendre un futur différent. C'était il y a 35 ans, et j'avais vraiment l'impression de clamer dans le désert. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu que j'étais moi seul, qu'il y avait d'autres qui pensaient aussi de cette façon. Et alors ça prend des formes réactives, hein, plutôt que proactives comme on dit maintenant. Réactives en ce sens que est fondée sur l'inquiétude, à juste titre. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, on sait maintenant, c'est cette affaire de 1,5 degré, c'est de la rigolade, puisqu'on sait que... Là, on parle de... Enfin, il y a eu un rapport qui est sorti la semaine dernière qui évoque la possibilité d'aller plutôt vers les plus 7 degrés. Donc là, on rentre dans un monde qui n'est plus du tout le nôtre. Oui, qui est devenu inimaginable, oui, tout simplement. Et de ce point de vue, l'angoisse que cela peut, la peur, la terreur que ça peut
génération est tout à fait compréhensible. Donc si on peut être là pour essayer de les aider à envisager, au-delà, au fond, des mesures à prendre, qui sont des mesures immédiates, et qui n'ont pour beaucoup pas encore été prises, de les aider à envisager un futur différent, oui, c'est... Est-ce que ça vous angoisse aussi? J'essaie de retrouver une citation d'une de vos élèves, Nastasia Martin, qui va publier un livre là, fin mi-octobre, où elle parle justement du sentiment de pétrification qu'elle ressent face à ce monde qui s'écroule, à ce réchauffement, à ces glaciers qui fondent. Vous, personnellement, comment vous vous sentez face à ces nouvelles du désastre, en fait? Comment vous les ressentez? On sent comment dire, ce que Cassandre devait éprouver lorsque la catastrophe qu'elle annonçait s'est réalisée, c'est-à-dire sans du tout dire qu'on envisageait, au fond, le réchauffement climatique, on commence à percevoir son ampleur et l'ampleur de ses conséquences que depuis relativement peu de temps, y compris chez les spécialistes des sciences du climat. Mais néanmoins, la dégradation des sols, des eaux, des airs, la pollution, tout simplement, la finitude des ressources, ces choses-là sont des choses qu'on sait depuis très longtemps. Et lorsque on s'aperçoit que les conséquences maintenant deviennent tangibles et de plus en plus tangibles, avec des effets de santé publique d'ailleurs qui sont mesurables et absolument terrifiants. Et connus maintenant. Et connus, oui. On est désolé à l'idée au fond de n'avoir pas réussi à faire ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait voulu faire, d'avoir crié suffisamment fort pour se faire entendre au fond. Je pense que ma génération, qui donc est contemporaine des premières mobilisations écologiques, écologistes, n'a pas réussi au fond à convaincre. Et c'est ça qui est dramatique. Peut-être parce que le mouvement, surtout en France, le mouvement écologiste politique n'a pas été assez radical dans des propositions de transformation des formes de production, de la propriété, de tout ce que... Nous n'avons pas su, ma génération, nous n'avons pas su faire la jonction entre, au fond, nous débarrasser suffisamment tôt de rêves léninistes, et tout en gardant l'idée d'une révolution profonde de nos façons, de nos modes de vie, de notre rapport aux autres et au monde. Et cette radicalité, vous la voyez émerger aujourd'hui ou pas? Alors je pense à la fois globalement et aussi chez vos confrères scientifiques, il y a de plus en plus d'appels, par exemple à la désobéissance civile. Il y a eu une tribune qui a été publiée dans Nature, qui est quand même une revue très institutionnelle et fameuse de deux scientifiques, je pense, britanniques, qui lancent en fait un appel à la désobéissance civile. Est-ce que cette radicalité doit s'incarner aussi comme ça, par exemple, pour vous, scientifiques, chercheurs la désobéissance civile, c'est désobéir à des lois ou à des injonctions ou à des règlements qu'on considère allant à l'encontre de l'intérêt soit d'une population, soit de l'humanité en général. Et là, ça va de soi qu'il faut le faire. On ne peut pas parler de désobéissance civile au sens général, hein, c'est ça, c'est simplement au coup par coup. Il est indispensable de réagir et oui, de rentrer, si c'est nécessaire, en dissidence. En dissidence ou dans l'illégalité, oui. Et plus globalement, cette radicalité, vous la voyez plus s'incarner maintenant dans l'écologie contemporaine, notamment politique ou Elle peine à s'imposer dans l'écologie politique. C'est pour ça que, encore une fois, l'expérience de Notre-Dame-des-Landes ou de collectifs analogues en
Europe ou ailleurs dans le monde est intéressante, c'est que, alors on peut dire, ce sont des îlots, bien sûr, ce sont des îlots, mais ces îlots et c'est pour ça qu'il faut en parler aussi, parce que quelqu'un m'a dit, il y a pas, je disais, je parle à Notre-Dame, mais Notre-Dame, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Ils ont gagné, bien sûr, ils ont gagné, mais c'est maintenant que les choses intéressantes commencent, au fond. C'est comment organiser, habiter un territoire de façon différente de celui auquel on était habitué auparavant. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un défi qui est beaucoup plus grand que de remporter une victoire contre Vinci ou l'État. Et comment ça peut s'installer dans la durée et oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'expérience partout. Moi, je suis un empiriste. Oui. Donc, je fais des études de terrain, je vais voir comment les gens font, etc. Justement, c'est une rupture par rapport au léninisme de la philosophique qui était celui de notre génération. Hein. C'est quand on va voir ce qui se passe sur place. Et au fond, un anthropologue, c'est un philosophe qui fait du terrain. Voilà, c'est ça. On apprend énormément de choses à cette occasion. Et si vous faisiez du terrain aujourd'hui, vous partiriez à Notre-Dame-des-Landes, plus que chez les Achuards aujourd'hui? Oui, sans doute, à condition. Mais d'ailleurs, les conditions du terrain sont très différentes. Quand je suis arrivé chez les Achuards, les premiers contacts pacifiques avaient eu peu de temps auparavant. Donc c'était une société qui était vraiment à l'écart du monde. Et j'ai expliqué ce que je venais faire avec ma compagne, Anne-Christine Taylor, et les gens n'ont pas très bien compris, mais enfin, ils se sont satisfaits de notre présence. Et vous ne parliez pas leur langue? Il a fallu qu'on l'apprenne, bien sûr, parce que ce n'est pas une langue qu'on enseigne aux langues autres, donc le jibaro, donc il a fallu l'apprendre, ça a pris du temps. Et finalement, bon, ça s'est bien passé. Et lorsque nous sommes revenus l'année dernière, c'était à l'invitation des Achuards qui voulaient comprendre comment nos travaux pouvaient être utiles sur un pied d'égalité, au fond, avec ceux qu'eux-mêmes faisaient. Et donc, cette situation est intéressante, parce que ça introduit une parité dans la connaissance scientifique, même si les instruments ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, qui n'existaient pas auparavant. Et donc on a sauté évidemment sur l'occasion de cette possibilité de faire coïncider, ou en tout cas de péréquation des connaissances entre des Amérindiens et nous. Mais ça, c'est exactement la même chose à Notre-Dame-des-Landes. Je ne dirais pas à Notre-Dame-des-Landes si les gens ne demandent pas non pas de venir peut-être, mais en tout cas n'acceptent pas qu'un regard extérieur soit posé sur eux, qui peut éventuellement les aider. Ce qui m'a frappé, d'ailleurs, là-bas, ça c'est une anecdote. J'étais parti là-bas avec une cinéaste, et donc on a tourné des différentes séquences, des entretiens, etc. Et la boîte de production avait payé un billet de première classe en TGV. Donc je reviens la nuit dernière dans ce wagon de première classe, et je vois que des gens avec des jeux vidéo. Mais des jeunes, hein, des moins jeunes. Personne n'avait de livre. Et moi j'étais en train de lire un livre qui avait été produit dans la ZAD, où il y avait des citations de Blanchot, de Bergson, de Landauer, etc. Donc probablement la plupart des gens qui étaient dans ce wagon de première classe n'avaient jamais entendu parler. Et le contraste était absolument saisissant. Hein, saisissant. Et donc la capacité réflexive des gens que j'ai rencontrés là-bas est extraordinaire. Alors est-ce qu'ils ont besoin, peut-être, parce que certains me l'ont dit, d'ajouter à cette capacité réflexive une capacité réflexive d'un autre type, parce qu'elle a été formée par la comparaison anthropologique? Tant mieux, oui. Dans ce cas-là, je le ferai bien volontiers. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être passer, parce que je vois que le temps file, aux questions du public. Y a-t-il des questions?
Voilà, je vois madame. Est-ce que ce qui est applicable dans une zone de 200 personnes n'est pas beaucoup plus difficile et peut-être impossible, mais il faut être optimiste, dans un pays ou quand il y a beaucoup de personnes? Est-ce que c'est transposable et est-ce qu'on peut arriver? Est-ce qu'il y a plusieurs petits systèmes qui vont donner? Oui, je comprends. Vous avez tout à fait raison. C'est le problème principal. C'est le problème qu'il faut pouvoir confronter et tenter de résoudre dans ce siècle, si on veut sortir du système actuel. Au fond, c'est un problème d'échelle, c'est-à-dire à quel niveau des décisions sont prises, pour quel type de choses, comment se définit l'intérêt général, à quelle échelle, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Est-ce que ces échelles-là ont encore un sens? Aucune de ces questions n'est résolue. On a encore une fois des expérimentations en grandeur réelle, si je puis dire, que l'anthropologie ou l'histoire nous donne. Si vous regardez l'Italie de la fin du Moyen-Âge, c'est un système très compliqué de ce type-là, avec des villes-États, avec des cités indépendantes, avec l'empereur, avec le pape, etc. Chacun essayant il y avait les Guelfes et les Gibelins, chacun essayant de se débrouiller, en somme, à son échelle locale. C'était un monde extrêmement conflictuel. Et je ne suis pas du tout irréaliste. Je pense que ces ajustements d'échelle n'iront pas sans des conflits très violents. Mais on n'a pas de solution. Ce qu'on sait, c'est qu'on a par exemple des usages très différents. J'ai consacré un cours il y a 2 ans au Collège de France à cette question. Au fond, sur une même terre coexistent des usages très différents. Les exemples les plus connus, c'est les pasteurs nomades qui utilisent des terres agricoles, des friches, avec des accords plus ou moins négociés avec les populations sédentaires. Donc on a de très nombreux exemples de coexistence, de collectifs différents sur un même espace. Mais c'est encore à des échelles relativement limitées. Mais non, c'est quelque chose qu'il va falloir inventer. Il faut qu'on s'y mette tous. Oui, parce que pour l'instant, on est quand même beaucoup dans de l'infra-politique. Il y a à la fois l'échelle infra-politique et supra-étatique, supra-politique, mais la jonction entre les deux manque. Oui, bien sûr. Et avec au fond, on a du supranational très efficaces, qui sont les grandes multinationales, qui sont... ce que les multinationales réussissent à faire en contrôlant, par exemple, évidemment les exemples qui viennent immédiatement à l'esprit sont les GAFA, c'est-à-dire en contrôlant la circulation d'informations. Pourquoi ne pas envisager de le faire en contrôlant d'autres valeurs, disons, que de l'information, ou en concevant d'autres systèmes de circulation d'informations qui permettent d'échapper à ces contrôles de multinationales, etc. Donc c'est pour ça qu'étudier les multinationales d'un point de vue ethnographique, c'est très important pour essayer de comprendre comment ça marche, parce que je ne dis pas que c'est un modèle, bien ça sûr. Existe Oui, bien sûr, mais les ethnologues ont tout étudié. Il n'y a pas de... Rien ne nous est étranger. Non, il y a des travaux. C'est difficile parce que l'accès est la déontologie veut que, précisément, lorsqu'on étudie un collectif, on déclare ses intentions. Et dans le cas des multinationales, la plupart d'entre elles sont extrêmement réticentes. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'ethnographie de Google, par exemple, je crois. Enfin, de Google comme institution. Oui, pour revenir à Notre-Dame-des-Landes et l'exemple que vous donnez qui
qui me ravit. Je déjà parlé avec vous à Avignon, pour dire que j'avais tourné un film là-bas, Oui, oui. pour pouvoir justement montrer cet exemple. Hein. Et peut-être que vous pourriez développer un petit peu justement ce qui fait une des particularités tout à fait exemplaires, c'est le fait qu'ils veulent étendre la notion de bien commun, que ce ne soit pas seulement les rivières, le ciel, mais que ce soit la terre elle-même, et qu'on remplace le droit de propriété par le droit d'usage, c'est-à-dire qu'on considère que celui qui serait légitime pour s'occuper d'une terre, ça doit être en rapport avec ce qu'il fait dessus, avec la façon dont il y habite, la façon dont il collabore avec les autres pour faire des alternances, présence des animaux, telle culture, puis telle autre, etc. Bon, c'est tout ça qui est justement extrêmement précieux de le préparer dans un lieu dans lequel on peut faire des réunions régulières entre tout le monde, pour que ça puisse être exporté. Voilà, si vous pouvez peut-être développer. Vous avez raison d'insister sur cette question des usages, parce que, évidemment, j'étais très intéressé par les modalités de construction d'une opinion commune ou d'un consensus à Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, il y a plusieurs mécanismes pour le faire. L'un d'entre eux sont des assemblées régulières et qui sont fondées sur le principe du consensus. Mais c'est très difficile parce que dans une vision démocratique digne d'éloge, tous les gens présents dans l'assemblée, y compris des visiteurs qui ne sont pas là depuis très longtemps, peuvent donner leur avis. Et donc construire un consensus dans ces conditions n'est pas une affaire de mince affaire. Et puis à côté de cela, il y a aussi des décisions qui sont prises par des formes d'usage. Et donc il y a des groupes qui se constituent autour d'usages de la ZAD, qui sont des usages forestiers, des usages agricoles, la gestion du bois, la production de céréales, etc., le maraîchage. Et certains de ces usages peuvent paraître à première vue entrer en contradiction avec d'autres. Donc il faut trouver des aménagements entre les usages. Et ça, ce deuxième aspect me paraît très intéressant parce que c'est en partant des usages que l'on peut trouver précisément des formes d'accommodement sur un même espace, à condition qu'un des usages ne contrôle pas tout. C'est pour ça que je parlais des enclosures tout à l'heure, c'est-à-dire quand le développement de l'appropriation des communs par une situation de force dans laquelle les seigneurs exerçaient leur pouvoir pour s'approprier des communs rend toute négociation sur des usages impossible. Mais placer à un niveau d'égalité des usages différents d'un même espace, c'est quelque chose de tout à fait remarquable comme perspective. Ce qui pose encore la question de l'échelle pour passer à plus grand. Oui. Mais vous avez 5 minutes. Monsieur le professeur, dans le prolongement de vos propos sur la destruction des enclosures, des biens communs, pardon, par le mouvement des enclosures, donc je voudrais faire allusion à Elinor Ostrom, qui fut prix Nobel d'économie et qui, à partir d'exemples, a remis au goût du jour les communs. D'ailleurs, il y a plusieurs intellectuels et juristes qui travaillent sur ce sujet. Et l'un des exemples, c'est par exemple la gestion des ressources halieutiques dans un pays d'Asie. Ça repose sur des règles communes et une gouvernance commune et une gouvernance coopérative. Est-ce que les coopératives sont une personne, une voie démocratique, à but non lucratif, puisque les réserves sont impartageables, etc. Est-ce que ce n'est pas une voie pour gérer justement ces ressources communes, ces ressources matérielles, mais aussi peut-être des ressources immatérielles, de la connaissance? Je pense à Wikipédia. J'aurais souhaité avoir votre opinion, monsieur le professeur, sur ces travaux.
La coopérative comme instrument de gouvernance privilégié. Merci pour la question. Effectivement, Elinor Ostrom a joué un rôle important en transférant la perspective de la propriété commune abstraite vers les usages. Elle répondait en partie à un article qui a eu beaucoup de succès, malheureusement, d'un écologue qui s'appelle Gareth Hardin, qui s'appelle La tragédie des communs, et qui avait développé un modèle purement de simulation, en quelque sorte, de l'usage d'un pâturage commun par des différents propriétaires de troupeaux et qui aboutissait à un surpâturage et dégradation de la ressource, etc. Et ce qu'il avait oublié de regarder, et que tous les anthropologues et les historiens savent, c'est qu'il n'y a pas, dès qu'il y a une propriété commune, il y a des systèmes d'usage, évidemment, qui permettent de contrôler l'usage de la ressource. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des catastrophes, encore une fois, etc., mais il y a toujours des systèmes d'usage. Et Elinor Ostrom a mis l'accent là-dessus, et on est très heureux qu'elle ait pu avoir le prix Nobel pour ça, parce que souvent les prix Nobel sont plutôt attribués sur des bases un peu différentes, disons. Et alors, la coopérative, oui, c'est très intéressant. Si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, effectivement, ça fonctionne aussi sous forme de coopérative. C'est une forme très ancienne de coopération. Mais ce qui est intéressant dans les comités d'usage, si je puis dire, à Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est la concertation entre différentes coopératives utilisant ou ayant des usages différents d'un même espace. Il peut y avoir conflit, bien sûr, dans ces espaces. Il y en a, d'ailleurs. Et il y en a, bien sûr, il y en a. Donc le modèle de la coopérative est très intéressant, à condition qu'il y ait des formes de coopération entre les coopératives pour trouver des modalités de cohabitation lorsque des usages peuvent paraître contradictoires. Encore une fois, je fais l'apologie de l'anthropologie, mais on s'aperçoit dans bien des cas, je pense toujours au rapport entre sociétés de pasteurs nomades et sociétés d'agriculteurs sédentaires, à quel point il y a une complémentarité dans certains aspects de la gestion des ressources. Par exemple, le contrôle des points d'eau est très important, ça va de soi, entre les agriculteurs et les pasteurs. Et c'est sur des nodes, c'est sur des nœuds de réseau comme ça, de ce type, que les conflits peuvent porter, qu'il est très important qu'une conception claire des prérogatives ou des droits d'usage des uns et des autres soit définie. Alors peut-être une dernière question avant de conclure. Comment est-ce que ce type de coopérative, par exemple, comment ça peut être transposé dans les villes? Comment c'est applicable aux villes? Alors c'est une bonne question aussi, parce que... Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Oui, comment est-ce qu'on peut transposer des systèmes d'usage de ce type-là dans les villes? Dans des villes et à plus grande échelle. Et à plus grande échelle. Encore une fois, il n'y a pas de réponse simple à cela, mais on peut... au fond, les villes, ce sont des assemblages de quartiers. Une ville en tant que telle, et aucune ville n'échappe à cela, c'est des segments qui sont gérés quelquefois par une instance qui va coiffer la totalité de ces segments, et c'est à l'échelle du segment que la question se pose, et que la question de la péréquation entre les usages de chacun des segments peut se poser. Et je pense que c'est la seule solution raisonnable, ce qui suppose quelque chose qui va à l'encontre, au fond, de la vie urbaine telle qu'elle s'est développée, notamment maintenant dans les zones périphériques des grandes villes, ce qui suppose la capacité pour ces segments d'agir comme un collectif, et donc de se trouver des intérêts communs, des usages à défendre,
des projets collectifs, etc., qui, dans le schéma classique de l'anonymat des grandes villes, devient difficile, mais qui existe par ailleurs, néanmoins, dans certaines villes. Ça existe en Italie, par exemple. Il y a de plus en plus d'expériences dans des villes, alors c'est pas les échelles comme Paris, mais des villes plus de taille moins importante et qui développent justement ces initiatives de coopératives et de recomposition autour d'usages collectifs. C'est très ancien. Hein. Oui, le Sienne, 9 segments, à une époque où Sienne avait la même population que Paris. Donc il y a de l'espoir. Merci beaucoup Philippe Descola.